Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de ce que tout le monde appelle la palme du cœur du Festival de Cannes, le grand prix de ce dernier festival qui s'est tenu en mai, 120 battements par minute réalisé par Robin Campillo. Une espèce de gros monstre quand même ce film. L'histoire, pour faire simple, on est au tout début des années 90, alors que l'épidémie de sida fait rage en France, on va suivre le groupe ACT UP, qui a démarré ses activités il y a à peine 2 ans, dans le contexte du film. Et en gros, on va suivre notamment un groupe de personnages en particulier, Sean, Nathan, Sophie, Thibaut et Max. Pour faire simple, parce que le film dure 2h20, je pourrais m'étendre sur plein de trucs, mais ça servirait un peu à rien. Pour en parler avec moi, ma sœur, Margot, parce qu'on a vu le film ensemble. C'est vrai. Et que j'avais très envie de un parler mois. avec toi du film parce que on l'a vu dans une ambiance particulière, il y avait le réalisateur, il y avait tout un contexte, il y avait encore l'euphorie de Cannes, c'était une des premières avant-premières en France pendant la tournée, donc il y avait un certain rapport un peu particulier avec le film qui était entretenu, et accessoirement le film a un peu fait un carton puisqu'il a rempli 2 salles de cinéma dans un cinéma, ce qui... plutôt costaud, on va dire, c'est plutôt costaud dans le genre. Il était pas forcément attendu ce film, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que, je sais pas ce que t'en penses, mais il arrive dans un contexte où on l'attend, mais c'est une certaine clique de cinéphiles et de spectateurs qui attendent le film en particulier. C'est le genre de long métrage pour lequel on entend énormément parler de tous les côtés, mais je pense pas que c'est le genre de film qui va forcément avoir l'impact que peut avoir la plupart des films qui sont à ce niveau-là d'habitude quand on en parle beaucoup. C'est un long métrage qui se trimballe un gros bagage parce que tout le monde en parle depuis le Festival de Cannes, parce que c'est aussi un film français qui est au Festival de Cannes, qui a représenté la France et qui est reparti avec un des prix majeurs, donc forcément on en parle beaucoup. Mais c'est vrai que le film arrive dans un contexte un peu particulier, en fin d'été, en même temps qu'un autre film qui a reçu un prix au Festival de Cannes, Les Proies de Sofia Coppola. Donc ouais, il est attendu, mais pas non plus comme un monstre. C'est vraiment, je trouve qu'il est attendu par une certaine clique de cinéphiles, je trouve. Au niveau de son thème, déjà, il rentre forcément en résonance avec une forme de militantisme actuel, donc pas le moment, je suis pas sûre. Je pense qu'il tombe bien, au contraire. Ah oui, Après, il tombe bien. Là-dessus, je suis d'accord Après avec oui, toi. on peut parler aussi par rapport au fait que ça parle d'Act Up, et que ça se passe au début des années 90, on peut se dire est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est trop tard pour déjà faire un peu l'historique de l'association et d'en parler comme ça. Mais c'est ce que je disais, oui, par rapport à un militantisme actuel, je pense que c'est un film important. Mm. Et finalement, il trouve sa place actuellement, Ah, en complètement. 2017, je trouve. Complètement. Bah, je vais te lancer tout de suite. Qu'as-tu pensé de 120 battements par minute? Là, je l'ai trouvé complètement bouleversant. Très très fort émotionnellement, c'est vraiment un très très bon film. Très beau, qui veut dire des choses, qui a beaucoup de fond. Et en même temps, sur le côté technique, sur la mise en scène et tout, on sent qu'il y a plein d'idées. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est un de mes petits coups de cœur de cette année. J'en connais un qui va certainement râler, il se nomme Durandal et il va certainement encore piquer sa crise parce que le précédent film de Robin Campillo, il ne l'avait pas du tout aimé. Et ce film-là est dans la pure veine de Robin Campillo. Robin Campillo, pour vous resituer un petit peu, c'était le scénariste et le chef monteur de Laurent Canté durant un bon paquet d'années, en fait, depuis Les Ressources Humaines. Il continue à l'aider de temps en temps à chaque fois qu'il fait un long métrage. Et à côté de ça, il a développé 3 films. Alors, Eastern Boys, vous en avez forcément entendu parler par le biais de Durandal, mais son premier film, vous le connaissez sans vraiment le connaître, c'est le film qui a inspiré la série Les Revenants. Il se nommait d'ailleurs Les Revenants. Il s'était pris un gros four à l'époque, mais voilà, c'était le créateur, entre guillemets, du concept qui avait donné la série Les Revenants, Robin Campillo. Et voilà, il y a une pure filiation entre Eastern Boys et 120 battements par minute, je pense, dans certaines thématiques, pas forcément dans le rapport qu'il entretient avec la mise en scène, dans le travail des personnages. On est quasiment sur de l'opposé, c'est-à-dire que là où Eastern Boys est dans une espèce de fantaisie onirique et hyper poétique, perdant complètement le spectateur, là on est dans un réalisme mêlé d'onirisme qui permet au récit d'avoir beaucoup d'impact, comme tu le disais en début. C'est un film qui est bouleversant, et là-dessus à aucun moment le film s'en cache. Et c'est un film qui mêle une forme de réalisme hyper forte, et en même temps qui utilise des effets de cinéma qui sont vraiment de l'ordre de la fantaisie presque, des moments où on va complètement s'éclipser du réel pour totalement rentrer dans la tête des personnages ou dans leurs ressentis, et là on est dans l'anti-réalisme pur et dur et ça marche hyper bien. Pour un ensemble qui, tout de même, je pense, va être difficile d'accès parce que 2h23 de films sur une association dans les années 90 en se centrant sur des personnages, c'est extrêmement difficile d'accès, je trouve. Après, si on accepte ça, on se laisse entraîner et on se laisse emporter avec beaucoup de brio, je trouve. Tu limites un peu, je trouve, le champ du film, parce que finalement, ça parle aussi de toute la communauté gay,
dans les années 90, qui a peur du sida, qui a peur Mm. du silence de l'État, qui fait rien par rapport à cette épidémie. Donc c'est pas seulement... Puis t'as aussi le reflet d'une époque, tu parlais des moments qui sortent un peu du réel, je pense que t'évoques les scènes dans la boîte de nuit notamment. Exactement, ouais. T'as tout ce contexte avec la musique house et tout ça, t'as tout cet esprit du film qui traduit plus une ambiance, je trouve, générale des années 90, de ce milieu homosexuel dans les années 90. Et je pense que si ça peut... Finalement c'est plus large que ce que tu... Ah, c'est plus large, je te dis que... C'est plus large qu'Act Up en fait. Je pense, ça va au-delà d'Act Up, mais c'est vrai que les gens ont tendance à ranger les films dans des cases, et c'est le risque qu'il y a avec ce genre de film, alors que c'est pas du tout l'ambition de Robin Campillo, mais c'est le risque que le film soit calé dans une petite case toute faite, toute prête, alors que le film a des visées beaucoup plus ambitieuses, et ça, on va le développer, mais c'est clair et net, ça se voit. Ça se voit déjà dans l'écriture, parce que Robin Campillo, donc, qui était un militant d'Act Up, au début des années 90. Au tout début, presque dans le début de l'association. Oui, d'ailleurs le film est quasi autobiographique, à aucun moment il s'en cache, il le dit constamment à chaque interview. C'est autobiographique, mais quand même très romancé. C'est inspiré d'éléments réels, de personnages, de traits de caractère de l'association, de ce qu'il a dit. Mais à aucun moment c'est un portrait clair et net d'Act Up. C'est sa vision, c'est un point de vue, voilà. Et en plus il a écrit ça avec Philippe Mangeot, qui était un militant d'Act Up, avec lui en plus à cette époque-là, je crois. Alors je crois que Philippe Mangeot était plus un des précurseurs du groupe Act Up. Je crois qu'il avait vraiment bossé au tout début, donc c'est pour ça qu'il a apporté beaucoup de fond et qu'on sent qu'il y a un réalisme prépondérant à tout le film, que c'est pas complètement de la fiction, entre guillemets, il y a énormément de réel qui se mêle au film. Et je trouve qu'ils ont réussi une très belle écriture, parce que c'est un film qui démarre dans le militantisme, comme tu dis, pour virer à l'intimisme dans sa dernière partie. C'est un film qui, je trouve, est découpé en vraiment deux temps. Un premier temps qui est très militant, où on nous présente les actions d'Act Up et on nous raconte ce qu'ils ont fait au tout début des années 90, à quel point leurs actions ont été extrêmement importantes pour la communauté LGBT durant cette période-là, et pour la lutte contre le sida et la reconnaissance auprès de l'État. Et c'est surtout tous les coups de com' qui sont montrés, la diversité des actions qui sont menées pour faire porter cette voix en fait. C'est ça surtout. Ah mais c'est surtout, moi je considérais presque dans la première partie qu'on était pas loin d'un film d'action quand même, parce qu'il y a un vrai suspense qui se crée autour des différentes actions qu'ils mènent. C'est jamais tape à l'œil, mais c'est vraiment, il y a plein de tensions en même temps. C'était très particulier, j'ai trouvé vraiment la première heure extrêmement prenante, dans le sens où elle utilise des codes de cinéma qui sont pas de l'ordre du réalisme, qui sont vraiment de l'ordre du thriller presque hyper, avec beaucoup de tension. Il y avait des moments où on était un peu à cran quoi. Et en même temps il y a un petit peu de comédie. Enfin, de toute façon, il y a un grand mélange des genres tout au long du film. On a du romantisme, on a de l'épique, on a de l'action, on a du drame, on a de l'émotion, on a de l'humour, beaucoup de touches d'humour, je trouve, qui sont pas non plus plombantes, c'est pas non plus une comédie, c'est pas non plus une comédie, mais il y a des petites touches d'humour balancées par-ci par-là qui... Je pense par exemple à la rencontre qu'ils font avec les gars du groupe de pharmacie, je sais plus, du groupe pharmaceutique, je sais plus comment elle s'appelle, mais la rencontre, tu vois, elle est amenée de manière comique, dans un sens, mais forcément il y a un fond derrière. Mais je veux dire, la manière avec laquelle ils les mettent sur la scène, ils se moquent d'eux, ils mettent en avant leurs erreurs, ils les font ressortir, limite ils ont un cœur entre les jambes, ils sont en train de se dire putain on vient de se faire humilier, c'est l'horreur. Enfin c'est drôle, sans pour autant être en genre on se tape sur la cuisse et on fait une petite bonne blague. Il montre le côté tragique de tout le militantisme d'Act Up, mais aussi le fait qu'il y a des personnalités au sein de cette association qui manque pas d'autodérision, qui sait... voilà quoi. Et d'ailleurs tu rebondis sur un point qui est très important du film, les personnages sont hyper bien écrits. Oui, c'est vrai. On est sur une galerie de personnages, donc voilà, on a cité 5-6 personnages principaux, il y en a beaucoup plus, mais c'est vraiment les 5-6 qu'on a présentés au tout début, c'est vraiment les personnages centraux du film, et c'est ceux qui vont servir de lien affectif pour le spectateur. Sophie peut-être est un petit peu plus en retrait, je trouve. Parce que autant Thibaut et Max sont des personnages secondaires, mais quand même qui ont une place assez importante. Bon, Sean et Nathan, c'est les deux personnages principaux, à aucun moment Robin Campillo s'en cache. Mais Sophie a un rôle beaucoup plus secondaire, alors que je trouvais le personnage vraiment intéressant. Secondaire, mais elle ressort beaucoup aussi. Elle ressort beaucoup, mais elle est quand même très secondaire. Je trouve que durant beaucoup de moments du film, on ne la voit plus du tout. Genre vraiment plus du tout. C'est vrai. Elle est plutôt là pour montrer... quand toutes les scènes de débat finalement dans Act Up, dans les réunions publiques, elle est plutôt là pour montrer, voilà, c'est la grande gueule. C'est celle qui a du charisme, qui mène le truc, qui voilà, donc elle ressort surtout à ces moments-là, c'est vrai. Oui, c'est ça. Dans la narration, c'est vrai que parfois elle passe un peu au second plan. Là, on parle beaucoup de la première partie, du coup on peut rebondir sur la deuxième partie du film, donc là qui se centre plus sur Sean et Nathan, et leur romance est, sans trop en dire, le combat de Sean contre quelque chose, pour éviter de trop en dire. Mais
C'est pas un secret. C'est pas Beaucoup un de militants secret, d'ACT UP étaient séropositifs. C'est pas... Non, mais oui. C'est pas un spoil, C'est c'est pas un- une vérité. C'est une vérité. Sean est séropositif, Nathan ne l'est pas. Mhm. Et voilà, ça s'organise aussi autour de ça, quoi. Leur romance, ouais, ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai une scène qui me revient vraiment en tête que j'ai trouvé très très marquante dans le film. C'est une scène centrale, je pense que c'est la bascule du film. C'est la scène, entre guillemets, de coucherie entre Nathan et Sean, qui est une scène qui est extrêmement belle parce qu'elle ponctue vraiment le film. Elle arrive comme une virgule au milieu du long métrage presque. Et elle sert en fait de point de bascule dramatique pour passer de la partie presque voilà hyper réaliste et vraiment quasi dans le docu où on va suivre les actions d'acteurs vers cette partie beaucoup plus intime où on va suivre Sean et Nathan. Et j'ai beaucoup aimé cette transition parce que c'est presque un sas de décompression dramatique qui permet au spectateur de se dire ok, je viens de voir un groupe militant, maintenant je vais m'intéresser aux personnes qui sont vraiment au sein de ce groupe. Et cette petite bascule ponctuée par cette scène, bon, qui reste tout de même du Robin Campillo parce que c'est une scène de sexe pas du tout suggérée, c'est montré face cam, mais c'est très bien montré. Je trouve à aucun moment c'est vulgaire, comme certains cinéastes ont malheureusement tendance à le faire aujourd'hui avec la communauté LGBT, dès qu'ils veulent montrer une scène de sexe, ils font ça de manière vraiment bâtarde. Là, Robin Campillo montre ça avec une douceur et une délicatesse qui fout presque des frissons. Je t'avoue que, étrangement, moi j'étais touché en fait par cette séquence. Là où beaucoup de gens, je pense, vont ressentir une certaine gêne. D'ailleurs, j'avais senti quand on avait vu le soir ensemble, j'avais senti une certaine gêne un peu dans la salle venant de certaines personnes. Enfin, toi, tu l'as peut-être pas trop vu, mais moi, sur mon côté, j'ai vu des personnes qui étaient pas très à l'aise durant cette scène. Ce que je comprenais pas, parce qu'au final, ils faisaient ça avec beaucoup de romantisme et... Ah non, moi j'ai pas du tout ressenti cette gêne, au contraire. Bon, J'ai bah, trouvé que c'était très, très doux, quoi, comme tu l'as dit. Ah oui, non, mais c'est très beau comme scène. Mais voilà, mais après, je trouve, pour pointer peut-être un petit point négatif, je trouve que dans sa deuxième partie, le film a tendance à verser dans le mélo pas forcément très subtil par moment. C'est ce qui m'a un peu dérangé, c'est-à-dire que les personnages sont touchants, ok, mais il y a un certain stade où on verse quasi dans le pathos un peu forcé, et après, je trouve que la scène de fin, même si elle est vraiment forte, elle risque de gêner beaucoup de monde. Je parle de la scène de fin dans l'appartement de Sean et Nathan. D'accord. Cette scène, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'elle risque de gêner beaucoup de monde. Même si, comme Campillo le disait, c'était une réalité. C'est ce que je m'apprêtais à dire, c'est une réalité, quoi. C'est ce qu'il a vécu, c'est aussi une partie du quotidien des militants d'ACT UP, quoi. Donc voilà, quoi, c'est peut-être dur à accepter pour le spectateur de 2017, mais... Malheureusement, c'était une réalité. Mais c'est une réalité, et justement, ce film montre aussi les moments très durs, quoi, des vrais combats, des combats personnels, quoi. Donc, faut aussi accepter le fait que ce soit un film dur, tu vois. Ah bah clairement. Et surtout dans la deuxième partie. partie. C'est pas juste émotionnel, c'est pas juste du bon sentiment. Ça reste de l'émotion quand même. Oui, bien sûr, c'est de l'émotion. Mais c'est pas le même type d'émotion que ce qu'on peut entendre. Il y a aussi il y a un aspect choquant, oui, dans ce que tu dis. Je pense que c'est fait aussi pour alerter un peu quand même, pour réveiller des consciences, quoi. Oui, pour réveiller des consciences qui malheureusement encore aujourd'hui pensent qu'être gay, c'est une maladie. Et ça c'est triste. Et malheureusement, c'est encore une réalité aujourd'hui. Il y a malheureusement des gens qui pensent qu'être gay c'est une maladie grave et que ça se doit d'être soigné. Ce qui est plus dramatique. Et le film met en avant, je trouve, justement des thématiques comme ça qui malheureusement sont encore très ancrées aujourd'hui alors que le film se passe au début des années 90. Et on se dit qu'en plus de 20 ans, il y a des choses qui n'ont pas changé, alors qu'il y a eu énormément de moments importants qui auraient dû changer les états d'esprit de certaines personnes, et ça ne l'a pas fait. Ça fout le seum. Au niveau de la mise en scène, Robin Campillo, il reste dans la même mise en scène que Eastern Boys. Bon, je sais que toi, malheureusement, tu n'as pas vu Eastern Boys, donc je vais essayer de prendre des exemples pour que tu puisses voir. En termes de pure mise en scène, il y a encore une fois, comme on le disait dans les scènes de boîte de nuit, ce côté très onirique et poétique qu'on retrouvait déjà dans Eastern Boys, parce que dans Eastern Boys, ils voulaient montrer un flottement dramatique de quasi 40 minutes où on ne comprenait pas ce qui se passait. Là, c'est pas la même manière de le montrer, c'est-à-dire qu'il montre un flottement dramatique, mais c'est plus pour faire ressortir, par le biais d'effets de mise en scène qui, je trouve, sont hyper bien foutus, et on sent le monteur derrière qui a énormément travaillé son truc, de transition qui passe, je dirais, du géant au macro. C'est-à-dire, on passe d'un groupe de personnes à, des fois, une particule. Et au travers de cette particule, on va être capable de faire une transition vers une scène où on va remontrer le groupe. Et il y a des très bonnes idées comme ça qui montrent voilà, cette transition constante entre énorme et macro.
C'est-à-dire, voilà, on va passer du groupe à Sean et Nathan. On va passer d'une action commune à un personnage qui va avoir une bascule. C'est lié même au thème du film, quoi, parce que en parlant d'une épidémie, forcément tu parles de quelque chose de presque invisible, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi il y a une scène au début du film. On voit un bout de l'épidémie, quoi. Oui, ah oui, oui, complètement. On voit un bout, ouais, non, mais il y a plein de trucs comme ça. Puis, mais il y a vraiment de très très beaux plans dans le film, et en même temps, il verse jamais dans le tape à l'œil, entre guillemets, le Robin Campillo, parce que on pourrait se dire que par moment, il pourrait user de facilité cinématographique et faire des beaux plans ultra stylisés ou des trucs comme ça, mais à chaque fois, il préfère, comment dire, c'est hyper compliqué, mais en gros, son titre évoque un travail de montage. 120 battements par minute, je crois que c'est le rythme que doit avoir une musique pour entraîner un danseur, en fait. Surtout la musique house. C'est ça, c'est le rythme que doit avoir ce genre de musique, en fait. À l'époque, ça avait été estimé comme étant la base pour que tu fasses danser quelqu'un sur une scène. Et je pense qu'on ressent ça vraiment dans le travail du montage du film, parce que il aime bien jouer justement sur l'efficacité du montage, et surtout sur à quel moment tu dois amener une coupe de montage pour rythmer ton film et faire en sorte que tu aies envie de suivre des personnages. Donc entre guillemets, te mettre dans une danse de spectateurs où tu vas être incité à vouloir suivre quelqu'un sur scène. Et il y a plein de petits trucs comme ça où on ressent vraiment ça. Et il y a beaucoup de changements de rythme. Il utilise vraiment à des moments, par exemple la première opération, quand ils vont jeter des flots de sang dans le labo pharmaceutique, il y a vraiment beaucoup de coupes de montage. Il y a des plans qui sont sur travelling qui sont extrêmement longs. Il y a énormément de graphisme. Il y a des moments où il veut imprimer une image, comme par exemple ce moment où il lance une balle de sang sur le logo de la boîte. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Et j'ai vraiment ressenti ce côté rythmique avec ce jeu de plusieurs tons durant tout le film. J'ai trouvé que ça avait vraiment quelque chose de marquant, et surtout ça permet au film d'avoir un rythme très particulier, en fait. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais il y a vraiment des moments où le film est très lent et d'autres moments où ça va extrêmement vite. C'est possible que ce soit quelque chose qui lui soit reproché, ces petits moments un peu de lenteur, de calme. Bah parce qu'en fait, tu te retrouves avec un coup, t'as une séquence qui va hyper vite, genre cette séquence dans le labo, et d'un seul coup après tu les retrouves en train de débriefer dans l'amphi, et tu fais... Attends, mais il y a 2 secondes, tu viens de faire un truc hyper rythmé, et là, tu nous mets des plans qui durent 14-15 minutes, où ça coupe pas, et on se fait chier, c'est quoi ce bazar. Mais je pense que c'est un film qui, encore une fois, je te le dis, je pense pas que c'est un film qui soit limité, je pense que c'est un film qui est difficile d'accès. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont aller voir le film, et qui vont se dire qu'ils vont avoir, je sais pas, le film révolutionnaire, parce que tout le monde le survend à Cannes. Or, il faudrait y aller avec l'envie de découvrir déjà un groupe, que malheureusement on a tendance à de moins en moins connaître aujourd'hui. C'est vrai. L'envie de découvrir un cinéaste qui va avoir un regard particulier sur un groupe de personnages. Et au-delà de ça, l'envie de découvrir une forme de cinéma qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de voir diffusée à cette échelle. Parce que le film va avoir quasi la diffusion d'un semi-blockbuster, ce qui à cette échelle est immense. C'est vraiment immense d'avoir une distribution comme ça. Je crois qu'il va être diffusé dans 400-500 salles en France, ce qui est du jamais vu pour un film de ce genre-là, même un Grand Prix du Festival de Cannes. Très très peu de Grands Prix, enfin moi je me rappelle que d'un Prophète qui avait été distribué à cette échelle-là. C'est dire à quel point c'est costaud. Au niveau du casting, alors là on va avoir des têtes qui vont revenir très souvent. Bon, au-delà des têtes qui sont hyper connues comme Adèle Haenel, qui joue dans le rôle de personnage de Sophie, on retient surtout, et je pense que là-dessus tu vas complètement me soutenir, Nahuel Pérez Biscarat, qui joue donc le personnage de Sean, et qu'on va bientôt voir dans Au revoir là-haut, le nouveau film de Dupontel. J'ai découvert ça tout récemment, il va jouer le rôle principal. Cet acteur-là, il va décoller en 2 films, ça se trouve. Il est argentin, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, il est d'origine argentine. Et je trouve hallucinant, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve. C'est vrai. Il est vraiment phénoménal, du début à la fin du film. Enfin, je trouve que c'est lui et Arnaud Valois, quand même. Rendons à César ce qui est à César, et à Nathan dans ce cas-là. Mais Arnaud Valois est vraiment très très bon aussi dans le rôle de Nathan. En fait... C'est vrai. Mais Sean a une plus grosse évolution au cours du film. Et sur ça... Je dirais pas qu'il y a une plus grosse évolution, je dirais qu'il a un plus gros impact sur le spectateur, parce qu'en fait, dès le début, on nous incite à nous attacher à Nathan. Parce que Nathan, c'est le petit qui arrive dans la sauce, et qui va découvrir ce monde-là. Qu'entre guillemets, on nous signifie, tiens, identifie-toi à lui. Et vu qu'il tombe amoureux de Sean, bah forcément, je pense que c'est plus Sean dont on voit l'évolution que Nathan, parce que Nathan, c'est pas une coquille vide, mais c'est un personnage qui est plus voué à muer en même temps que nous, que Sean dont on est fasciné vraiment. Je sais pas si tu vois trop ce que je veux dire, mais en gros, je prends Nathan comme une coquille qui nous sert à nous immerger dans le film,
et Sean comme le personnage dont on va tomber amoureux presque, en même temps que Nathan. Oui, on peut le comprendre comme ça. On peut le Je comprendre suis un comme peu ça. pété comme garçon, Un peu. je sais Non, ça m'arrive non, des non. fois. Ça va. Mais dans l'ensemble, je trouve il a vraiment réussi, Robin Campillo, à regrouper un casting qui a vraiment une grande gueule sans pour autant avoir des acteurs qui vont trop s'imposer par rapport à d'autres. Puis il y a un souci de représentativité aussi, je crois, dans le choix des acteurs. Ah bah Il a complètement. choisi pour la plupart des militants LGBT qui voilà quoi, qui permettent une visibilité à la communauté gay, et ça c'est plutôt cool quoi dans le cinéma français, je trouve ça bien. Ah bah oui, complètement. C'est vrai que généralement, oui, c'est vrai que dans le cinéma français, on a tendance à pas forcément aller chercher des personnes de cette communauté-là pour camper des... Enfin, c'est la facilité de nombreux cinéastes, ils ont tendance à préférer aller chercher des acteurs qui sont confirmés et à leur demander « tu joues un homosexuel ?» plutôt qu'à demander à un homosexuel « est-ce que tu peux t'entraîner pour être acteur et interpréter ce personnage-là ?» Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc petit bilan de 120 battements par minute, Margot. Qu'est-ce que tu en gardes vraiment à la fin? Est-ce que pour toi ça va être l'un des films marquants de 2017 par exemple? Pour moi clairement ça l'est. Pour le public je sais pas, mais en tout cas je pense qu'on devrait vraiment laisser sa chance à ce film. Avec la promo qui est faite, je doute pas qu'il aura du succès, je pense que ça va marcher. Mais vraiment ça vaut vraiment le coup d'aller le voir, même si a priori on pourrait ne pas s'intéresser forcément à Act Up, à l'association, tout ça. Ça va vraiment au-delà, il faut vraiment voir le film comme, ouais, je sais pas, comme parlant du militantisme, de jeunes qui essayent de se battre pour ce qu'ils défendent, quoi, qui essayent de représenter leur combat et tout ça. Et ouais, faut vraiment aller voir ce film, je pense que ça peut bouleverser beaucoup de gens, et ça peut aussi servir à réveiller quelques consciences sur les droits des LGBT, quoi. Je te soutiens à 200% là-dessus. C'est un très 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 beau film, vraiment fort, hyper émotionnel. C'est le mot qui ressort à la fin du film, sans l'être trop. Même si j'ai pointé un petit peu du doigt qu'on avait tendance à verser un petit peu trop dans le pathos dans la deuxième partie, ça ne l'est jamais trop. C'est un film qui est fort, c'est un film qui est beau, c'est un film qui est touchant, c'est un film qui est à la fois épique et en même temps extrêmement intime. C'est clairement un film qui touchera pas le plus grand nombre, malheureusement, mais c'est un film auquel vous devez clairement, comme le dit Margot, laisser une chance. Parce que ça peut vous emporter très loin, ça peut vous faire découvrir une assos qui mérite encore aujourd'hui d'être encore remise sur le devant de la scène, je le répète, mais c'est vraiment important parce qu'on a tendance à l'oublier, mais cette assos a été majeure et l'est encore. Mais voilà, 120 battements par minute de Robin Campillo, je pense qu'on est totalement d'accord l'un et l'autre, on vous le conseille à fond. Genre vraiment à fond. Merci Margot d'avoir participé à cette petite vidéo. C'est un film important et c'était bien d'en parler et je savais que toi tu aurais des choses importantes à dire dessus. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus.